Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Téléfoot, un numéro au cours duquel nous allons tirer un coup de chapeau, je crois, amplement mérité à l'équipe de Laval, tombeur de Bordeaux hier par 2-0. Nous verrons bien entendu ce match dans le courant de cette émission. Et cela justifie la présence sur notre plateau de l'entraîneur de Laval, Monsieur Michel Le Millénaire. Je serais tenté de dire que vous êtes entraîneur à vie de cette équipe. Et du gardien de but de Laval, Jean-Pierre Tempet, qui est depuis 5 ans au club et qui a fait ses débuts en équipe de France l'automne dernier contre les Pays-Bas à Rotterdam. Nous y reviendrons bien entendu au cours de cette émission. Alors, je serais tenté de vous dire, Monsieur Le Millénaire, qu'hier soir, après votre victoire contre Bordeaux, ça ressemble un petit peu à une victoire de l'épicier de quartier contre la grande surface, compte tenu de la différence entre les deux clubs au niveau des moyens. Oui, on a tendance bien sûr à toujours faire le parallèle entre les équipes sur le plan financier. En tout cas, sur le terrain, ça n'est pas apparu de façon très nette. C'était pour nous un match de réhabilitation après notre 5 échec de tour. Nos joueurs étaient motivés, ils ont tout fait pour remporter la victoire devant Bordeaux. C'est une vraie satisfaction pour nous, nous en sommes très heureux. Alors Laval, c'est une ville de 55 000 habitants. Nous allons voir quelques-uns des grands moments de la carrière de l'équipe que vous entraînez depuis ses débuts en première division et même avant. Des images que vous avez choisies, des événements que vous avez choisis vous-même. Et on va commencer bien entendu par une petite carte postale de Laval qui est au bord de la Mayenne. 55 000 habitants, je l'ai dit. Spécialité du pays? C'est un pays rural, il y a les rillettes du Mans, comme on dit. Et quand même avec les trotteurs qui sont très réputés sur le plan national. Et un stade qu'on pourrait qualifier de baroque, des tribunes assez surprenantes. C'est vrai que la toiture de nos tribunes surprend. Et c'est là que vous travaillez, donc depuis combien d'années maintenant? Eh bien, nous sommes en première division depuis 7 saisons, en espérant que ça dure. Alors vous avez eu 2 internationaux, Raymond Kérusoré que nous verrons au cours de cette brève rétrospective, le voici, et Jean-Pierre Tempet, donc que nous avons vu à l'entraînement avec vous. Alors ça, c'est Rennes-Laval. On serait tenté de dire derby breton si on fait pas bien attention à la géographie, mais vous n'êtes pas breton. Moi, je le suis personnellement, mais c'est vrai que les Mayennais n'appartiennent quand même pas à la Bretagne. Mais ce match, en tout cas, était présenté un petit peu comme étant le derby breton. C'était le retour de Rennes en première division. C'était l'apparition de Laval en première division au cours de ce derby qui avait mobilisé 25 000 spectateurs au stade de la Route de Lorient. Alors c'était le 2 octobre 1976 et Laval a gagné par 3-1. Ce sont les Rennais qui avaient ouvert le score et le gardien de l'époque, je crois, c'était Rose. C'était Rose. Le match revêtait une couleur particulière pour Raymond Kérusoré qui retrouvait là son ancien public et qui tenait bien sûr à montrer qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Et on va le voir notamment au cours de la réalisation de ce deuxième but. C'est Jacques Hiverne qui reprend le volet au deuxième poteau sur un débordement de Raymond Kérusoré. Belle victoire, 3-1. Et alors on enchaîne avec Paris Saint-Germain-Laval. Vous avez tenu à voir ce match parce que c'était votre première victoire à Paris et parce que vous pensez peut-être aussi, à juste titre, que la presse parisienne, la presse nationale, vous oublie un peu. C'est vrai, on a le sentiment qu'on fait partie de ces équipes dont on ne parle pas beaucoup. On résume souvent les équipes en un raccourci sur 3 ou 4 équipes. Là, nous venons d'encaisser un but devant Paris Saint-Germain, mais Pierrot Lechamp sur un coup franc canon va rétablir l'équilibre. Et sur un de Raymond Kérusoré, Giachetti va marquer le deuxième but qui nous permettra de remporter une première victoire à Paris, ce qui est toujours quelque chose d'important pour les joueurs. Metz-Laval, pourquoi avez-vous choisi ce match du 10 novembre 1979 que vous avez gagné 4-1? Metz-Laval, c'était une victoire à l'extérieur très significative de la qualité de l'équipe. Marquer 4 buts à l'extérieur, c'est toujours une chose très importante et qui mérite qu'on s'y attarde. Et on en marque un premier but par Kircher, un deuxième au premier poteau sur une tête de Coche Tédé. Le troisième but sera l'œuvre de François Brisson. Et on va parachever notre victoire par un superbe but après ce but marqué par les Messins.
vous souvenez du nom du buteur? Oui. Quatrième but. Quatrième but sur un tir de Kircher. Superbe but dans la lucarne du gauche. Alors on enchaîne avec Laval OM avec le hat-trick parfait, 3 buts, 3-0 de Kostédé. Kostédé arrive et... Alors vous avez le chic pour trouver les attaquants allemands qui marquent des buts, qui ne doivent pas quand même vous coûter une fortune compte tenu de votre budget, et qui sont très efficaces. Comment faites-vous? Bien, Kostédé était en fin de carrière, on a eu la possibilité de prendre contact avec lui et ça s'est fait relativement facilement. Il faut dire que nous bénéficions des conseils et des relations que possède notre ancien centre-avant allemand Georges Tripp en Allemagne. Sa famille, ses amis lui donnent des renseignements fort précieux et c'est souvent comme ça que nous obtenons nos renseignements. Alors pourquoi ce Nîmes-Laval avec un premier but de votre équipe? Bien, Nîmes-Laval, c'était très très important parce que nous avons été en danger, nous avons frôlé la relégation et alors que nous étions menés 2-1 à Nîmes, nous avons réussi à revenir à la marque à la toute dernière minute, ce qui nous a permis de sauver notre place en première division après une victoire, le dernier match devant Tours. C'est le match un peu de la peur, si bien qu'on a voulu le revoir. Voilà le dernier but, marqué par Krause. Et puis le trophée que vous avez. L'an dernier, vous avez gagné la Coupe d'été qui avait été organisée par la Ligue nationale, une finale qui avait été retransmise sur TF1, Laval-Nancy, 3 buts à 2. Oui, la Coupe de la Ligue n'a pas eu le retentissement que peut-être elle méritait, parce qu'il y avait l'approche du mondial, mais disons qu'on y a pris bien du plaisir et que cette finale Laval-Nancy a quand même eu un certain attrait. But de Séné. Coup franc avec comme tireur Polagnoc qui marque notre deuxième but. Et là, Pérez va réussir un petit chef-d'œuvre après 1-2 avec Janol. Voilà, entre les jambes du gardien qui n'était pas Jean-Pierre Tempet. Jean-Pierre était absent, c'est son jeune remplaçant Stéphane Osmond qui sort du centre de formation qui le remplaçait. Et le troisième but vainqueur sera marqué par Polagnoc. Voilà, c'était le trophée donc de l'équipe de Laval décroché l'année dernière. Vous êtes passé tout près de la qualification pour une Coupe d'Europe, vous avez terminé 5e, aujourd'hui vous êtes 4e. Alors beaucoup de clubs prévoient la Coupe d'Europe dans leurs objectifs de l'année. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que c'est une divine surprise? Non, très sincèrement, il ne s'agit pas d'un objectif. L'an dernier, disons que les circonstances nous avaient amené à penser à l'Europe. Nous sommes repartis cette année un peu dans le même état d'esprit. Nos moyens, on l'a dit et répété, sont limités, sont raisonnables. Quel est votre budget? Il est d'environ 12 millions. Oui, ce qui fait à peu près le tiers d'une équipe comme Saint-Etienne. Je ne sais pas exactement quel quel est le budget de D'après ce qu'on en sait, évidemment, ça devient oui. de plus en plus difficile. Je pense que c'est certainement un budget raisonnable compte tenu de certains autres clubs. Et c'est vrai que nos ambitions ne se situent pas au niveau de l'Europe au début de saison. Disons que les choses viennent avec le temps, l'appétit vient en mangeant, et ma foi, si on se classe bien, on sera européen. Voilà, et puis on prend goût aux matchs internationaux, ce qui était votre cas, Jean-Pierre Tempet, avec cette sélection contre les Pays-Bas. Vous avez joué un match entier. Nous reviendrons tout à l'heure sur vous et l'équipe de France, et parlez-moi de vous et de Laval. Comment ça se passe quand on est la vedette locale? Ouais. Comment sont les gens avec vous? Ils sont très gentils. Je voudrais dire d'abord, je suis pas une vedette, je suis un joueur professionnel comme les autres. Je fais mon métier du mieux que je peux. Maintenant, j'en suis très heureux, mais ça ne changera rien à ma vie. Alors Jean-Pierre, nous verrons votre match contre les Pays-Bas et je pense que nous entrerons tout à l'heure en communication téléphonique avec celui qui était l'autre gardien de but de l'équipe de France avec vous aux Pays-Bas. C'est Jean-Luc Ettori qui est hélas blessé, qui doit nous regarder. Donc nous essaierons d'avoir de ces nouvelles avec vous dans le courant de cette émission. Nous allons revenir tout de suite au championnat avec ce qui aurait pu être une grande affiche finalement. Le match Toulouse-Saint-Etienne, Didier Roustan. Alors ça ressemblait à une grande affiche, deux équipes qui ressemblent à des grandes équipes, des maillots qui ressemblent à des maillots qui nous rappellent beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'à l'arrivée, c'était un grand match? Non. C'était, enfin je dirais pas nul, mais c'était aussi encore le match de la peur, un match capital entre les deux formations qui, vous savez, se débattent dans le bas du classement et ça ne va pas très bien côté stéphanois. On a parlé beaucoup de la crise ces derniers temps, côté toulousain également. Juste avant la trêve, on a parlé du licenciement de Cahuzac et maintenant on parle de sanctions financières à l'égard des joueurs, mais cela ne changera pas grand-chose. C'est Saint-Etienne, le premier en action avec Philippe Mahut, un bon arrêt en deux temps
du gardien de but local d'Angelo. On joue seulement depuis 1 minute. Maintenant les Toulousains en action avec une tête de Christian Lopez, toujours très à l'aise dans ce domaine. Il a devancé Gérard Janvion qui se blesse légèrement sur cette action, mais le solide martiniquais retrouvera rapidement son poste. Et toujours Toulouse, ici Solaire, la lutte avec Mahut. Il n'y a pas de libéraux, on se demande où est Batiston. L'arbitre, M. Benali, a laissé jouer alors qu'il y avait, semble-t-il, au départ de cette action, vous voyez M. Benali sur la gauche de votre écran, au départ de cette action, une faute de Solaire. Eh bien regardez, je crois que c'est involontaire, mais enfin, le croc en jambe est bel et bien là. Ce ralenti nous le prouve. Toujours Toulouse, avec ce corner très travaillé de Meyer, et là Castaneda qui a un bon réflexe. On a même l'impression que le ballon touche la transversale, et ce qui devait arriver arriva à la 27e minute de cette partie. Christian Lopez, le beau-frère, un tir canon des 25 mètres, l'ancien Stéphanois, vous savez qu'il a été formé à la S Saint-Étienne, qui a passé toute sa carrière avant d'être transféré à l'intersaison à Toulouse. Voilà Meyer du bout du pied, le ballon passe entre les jambes de Colleux, et Christian Lopez qui n'hésite pas. Il avait marqué le même genre de but en Coupe du Monde 78 contre la Hongrie, il était peut-être même un peu moins beau. Jean Castaneda ne pouvait pas grand-chose, et donc 1-0 pour Toulouse, à la grande satisfaction des 20 000 spectateurs qui avaient effectué le déplacement. Saint-Étienne maintenant fait le jeu, car Toulouse le veut bien, Toulouse ne prend aucun risque, ce qui n'est pas le cas de Batiston, qui montera de plus en plus souvent, Colleux, Gingini, qui feinte le départ sur la gauche, mais qui a vu à droite Lestage, c'est très bien joué, mais là encore, le tir n'est pas très puissant. Toujours Saint-Étienne avec Janvion, très à l'aise au milieu de terrain. Sur la gauche pour Laurent Paganelli, et là il va y avoir une faute sur le jeune Stéphanois. Monsieur Benali, en tout cas, accorde un coup franc, et là ça va aller très vite. Attention, voilà, le poteau, alors que D'Angelo semblait battu. Gérard Janvion est surpris, et une nouvelle fois, Toulouse s'en sort bien, toujours 1-0, et sur le banc, Pierre Cahuzac respire. Et toujours Saint-Étienne à l'attaque, cavalier seul des Stéphanois dans cette fin de première mi-temps. Batiston pour Gingini, extérieur du pied gauche, mais rien à faire. D'Angelo est toujours là, et les attaquants stéphanois arrivent un petit peu en retard, comme ici Colleux. À la mi-temps, donc 1-0 pour Toulouse. Toulouse qui joue en contre depuis le but de Christian Lopez, vous l'avez sans doute compris, et cela va être payant peut-être sur ce dégagement de Lopez avec Ferrage qui fixe bien son défenseur. Il attend un autre attaquant, il n'y a pas grand chose à faire, et finalement il préfère tenter sa chance. Ça frôle le poteau au début de Jean Castaneda, et c'est un corner. Le ballon a dû être dévié au passage, cela n'était pas très évident. Et là, quand on se trouve dans la tribune de presse, on note et on se dit, bon, le corner ne donnera pas grand chose, on ne le montrera pas, et pourtant il va se passer quelque chose. Enfin, pas tout de suite. On est là, on attend, on espère qu'il se passera quelque chose, parce que c'est bien pratique pour le montage. Et on se dit, ça traîne, il y a un dégagement de la tête de Mahut, et finalement on peut rayer. Eh bien, pas du tout. Les défenseurs stéphanois jouent mal le hors-jeu sur cette action. Le joueur de Toulouse est bien parti de derrière. Et là, une très bonne occasion pour Toulouse. C'est Lestage qui sauve sur la ligne. Nous n'étions pas loin du 2-0. Guibrier tente le tout pour le tout. Gingini sort, il est remplacé par Johnny Rep, un attaquant qui remplace un milieu de terrain, mais c'est Toulouse qui sera encore bien près de marquer un deuxième but. Regardez Solaire, il glisse, mais mauvaise relance de Philippe Mahut, directement dans les pieds de Camus. Et là encore une occasion en or. Vignuessa qui donne très intelligemment pour Ferrage. Il feinte bien une première fois, cette fois il faut tirer, il refeinte. Cette fois Castaneda du bout du pied. Meyer, il est contré, c'est terminé pour qui a raté de cloche sur cette action. Et les photographes toulousains. Et oui, de mon temps, eh bien, j'aurais tiré, de mon temps, on marquait des buts. On ne ratait pas ce genre d'occasion. C'est toujours Toulouse pourtant qui attaque avec Zappo. Meyer qui est contré, mais sur cette action, eh bien, les milieux de terrain toulousains est beaucoup trop monté. On a pris beaucoup trop de risques. Rep a tout le temps de donner à Paganelli. On retrouve l'action, qui a pourtant deux défenseurs devant lui, extérieur du pied droit, et tire du même pied droit. Voilà, D'Angelo ne pouvait pas grand-chose. Une grave erreur de défense, une grave erreur tactique aussi, enfin au départ de cette action, puisque vous avez vu, il y avait un trou de 30 mètres au milieu de terrain. Johnny Rep a pu porter tranquillement son ballon, et là, les défenseurs, en l'occurrence le Blayo et Balint, ne sont pas exempts de tout reproche. Il aurait fallu l'attaquer un peu plus tôt, peut-être. On attend,
Le Blayu ne sert plus à grand chose, il est à l'extrême droite. Balint est battu et Laurent Paganelli à la 66e minute contre toute attente, alors que l'on s'attendait à cet instant de la partie à un deuxième but toulousain, eh bien égalise. Le match après n'aura plus grand intérêt. Tous les Stéphanois seront en défense, sauf à 3 minutes de la fin sur cette action précisément. Et là, un tir terrible de Laurent Rousset. Le ballon est renvoyé par la transversale et Laurent Rousset qui a bien suivi mais qui malheureusement se montre maladroit la deuxième fois. Il est arrivé un 10e en retard. Enfin là on ne peut pas trop lui en vouloir. Un match curieux, donc Toulouse aurait pu le remporter. Vous l'avez vu avec les actions de Ferrage notamment. Et puis à 2 minutes de la fin, c'est Saint-Etienne qui a failli partir avec les 2 points de la victoire. Donc finalement un résultat qui fait l'affaire des Verts et pas de Toulouse qui n'a pas remporté une rencontre depuis le 4 décembre dernier. Saint-Etienne qui a été privé, vous le savez, de Zanon, suspendu, et de Jean-François Larios. Ouais. Alors on va y revenir à l'instant, mais vous avez dit que le match n'était pas très bon, mais ça donne en tout cas un résumé très vivant. Oui, avec l'avantage, on s'arrange toujours. Alors Larios précisément, est-ce que vous savez où il est? Non, je sais qu'il passe plus souvent sa vie en Espagne qu'à Saint-Etienne, qu'il a racheté ce contrat. Il n'est pas à Saint-Etienne actuellement. J'ai téléphoné ce matin, je suis tombé sur madame. Je me suis dit peut-être, eh bien non, pas du tout. Il arrivera à Saint-Etienne cet après-midi. Pour l'instant, disons que ce n'est pas très clair. On sait qu'il a racheté son contrat, qu'il ne jouera plus avec l'AS Saint-Etienne. On l'annonce dans 5 clubs espagnols, mais rien n'est fait. Le plus sérieux semble peut-être le Real Madrid, mais on attend de savoir si Stielicke re-signera ou pas, ou retournera en Allemagne. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. En tout cas, il est quasiment certain que la carrière de Larios en France n'est pas forcément terminée pour l'instant, mais qu'elle est suspendue et qu'il va continuer sa carrière à l'étranger. Alors c'est peut-être l'occasion de revenir un peu sur les grands moments de sa carrière en France. Voilà, c'est le grand moment de sa carrière, qui a commencé, comme chacun sait, à Saint-Etienne, où il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Il faut dire qu'à l'époque, il était très jeune et qu'il y avait beaucoup de monde, donc il s'est vraiment affirmé et s'est fait connaître du grand public avec l'épopée européenne de Bastia. Il avait été prêté par son club, la Saint-Etienne, au Sporting Étoile Club de Bastia. Ici, il marque un but en 8e de finale contre Torino au Stadio Comunale. Et la saison suivante, eh bien, c'est le grand retour chez les Verts. L'adolescent est devenu adulte, il est désormais titulaire. On le retrouve au milieu de terrain en compagnie de Jacques Santini et Jean-Marie Elie. Dans ce contexte, eh bien, il sera le plus souvent le meneur de jeu, un poste pour lequel il n'est pas vraiment fait. Ce n'est pas non plus un milieu exclusivement défensif. Disons que Larios est le plus à l'aise en position de relayeur. Et relayeur, il le deviendra l'année suivante, car l'année suivante arrive un certain Michel Platini. Et finalement, Larios sera champion de France avec Saint-Etienne en 1981. Il disputera une finale de Coupe de France l'année dernière contre Paris Saint-Germain. Et vous savez que là, Saint-Etienne sera battu au pénalty. L'année précédente, Saint-Etienne avait également disputé une finale contre Bastia, mais Larios, blessé, ne la disputait pas. Et tout de même de bonnes performances sous le maillot stéphanois après son départ de Bastia. Et puis, il y a bien entendu l'équipe de France. Le premier match le 7 octobre 1978 contre le Luxembourg, le dernier en date contre la Pologne le 10 juillet 82 en Coupe du Monde, match comptant pour la 3e place. Et si l'on en croit ces images, eh bien, il n'a pas l'air vraiment motivé, il est très déçu. S'estime victime d'une injustice après son éviction à la suite du match catastrophique contre l'Angleterre. Un match catastrophique pas spécialement pour Larios, pour les 11 joueurs français, je le précise. Et il était considéré à une certaine époque comme un titulaire indiscutable. Maintenant, il a quitté l'équipe de France par la petite porte. Certains disent même qu'on n'est pas prêt de le revoir en équipe nationale. Tout porte à le croire, en effet. Mais enfin, il faut préciser qu'il n'a que 26 ans. Et donc, encore un certain avenir devant lui. On peut dire adios Larios pour l'instant, en tout cas pour les mois à venir. Jean-Pierre Tempet, comment vit-on à Laval la crise de Saint-Etienne vue de loin, qui occupe tout de même énormément de place dans la presse, justement? Est-ce que ça vous agace un peu, toute l'importance qu'on donne à ça? Ou est-ce que vous vous sentez un peu concerné indirectement? Pas personnellement, non. Je pense que c'est regrettable, surtout pour le football français. Mais enfin, pour moi, je laisse ça cette crise-là, je la laisse de côté, je ne m'en occupe pas trop. Entre joueurs, quand même, on en parle, oui, bien sûr. Oui, on en parle. On suit ça à travers la presse, à travers la télévision et tout ça. Mais enfin, on regrette un peu tous. Oui, Michel de Millénaire, un commentaire sur l'attitude de Jean-François Larios qui part en cours de saison? Je crois qu'on peut résumer en disant qu'il avait un contrat de travail à Saint-Etienne, qu'il y a eu sans doute accord des deux parties en ce qui concerne la rupture du contrat, et que de ce côté-là, évidemment, il n'est pas condamnable. Ce qui est difficile à comprendre, et ce que les gens ne comprennent pas, les sportifs, les amoureux du football, c'est qu'un joueur ne défende pas ses couleurs jusqu'au bout. C'est un petit peu la vox populi. Ouais. Alors on va continuer avec le championnat, avec Brest-Nancy. Vous revenez de Brest, Jean-Pierre Dracuc, ce matin, et Brest prend l'eau. Brest prend l'eau. Vous savez que ça aurait été une bonne affiche il y a quelques mois, ce match, puisque le 20 novembre dernier, les Bretons et les Lorrains partageaient la 4e place du championnat. Mais depuis, bien sûr, les choses ont malheureusement changé pour des équipes, surtout pour Nancy, qui
a subi 5 défaites et 2 matchs nuls. Match donc pris en main ici par les Bretons en rouge avec un centre-tir de Lemaguérès monté en attaque. Un match parti sur un rythme très élevé. Mais, et comme cela arrive très souvent, nous sommes ici à la 9e minute, un contre ici pour Nancy et Pierrez au départ de l'action. Vous allez le voir tout à l'heure, il va se retrouver également à la réception, à la fin de cette action, sur un centre de Philippe dans quelques instants. La défense brestoise qui renvoie, le centre de Philippe arrive, attention, Pierrez amorti, magnifique des 2 genoux, et le but, un but dont ne se relèveront pas les Bretons. 1-0 pour les Bretons, nous sommes à la 9e minute, nous assistons à une première mi-temps assez terne, il faut bien le dire, d'un côté comme de l'autre, avec de très rares occasions de but. Ici pourtant, l'ailier gauche yougoslave breton, Vabek, et un tir à côté. La mi-temps arrive, les sifflets par l'arbitre et également par les spectateurs. Il faut dire que les sifflets étaient relativement mérités. Dès la reprise, c'est la tempête un petit peu dans le ciel, vous allez voir les trompes d'eau. Les spectateurs qui ne sont pas à l'abri vont s'y mettre. Et la défense lorraine fait bonne garde devant les buts de Moutier. Il faut dire que l'entraîneur Hervé Collot, privé de son habituel libéro Zapia, tentait une expérience avec Janol en libéraux, une expérience qui a, semble-t-il, bien réussi. Ici les Nancéens à l'attaque, une balle perdue, c'est un contre Maroc au départ. Et ici un tir contré, toujours beaucoup de maladresse du côté des Bretons, beaucoup de précipitation, un renvoi, un centre de Bernardet et une balle en touche, un peu n'importe comment, de la défense lorraine. Ici, ça va être un petit peu le tournoi du match. Nous sommes à la 65e minute de jeu sur ce coup franc. Et une tête magnifique de Maroc sur la barre. Les Bretons n'ont pas réussi à égaliser. Encore Brest à l'attaque avec Leroux, 1-2 avec Maroc, un centre de Leroux et une bonne sortie de Moutier. Et Maroc, très malheureux hier soir, qui faisait sa rentrée, qui marche sur la balle. Les minutes passent, nous atteignons les 10 dernières. Les Bretons ne se découragent toujours pas, ils sont pourtant très maladroits. Passe en profondeur de Bureau. Ici, Bureau au centre du terrain, une passe donc pour Bernardet. Un tir de Bernardet complètement à côté. Encore une occasion complètement ratée. Et pourtant, on pense que les Bretons vont réussir à égaliser. On sait que Nancy encaisse souvent des buts. Et comme cela se passe bien souvent, malheureusement, c'est un contre de l'équipe qui s'est découverte, c'est-à-dire des Bretons. Et le deuxième but pour Nancy, 2-0. Les spectateurs, un peu écœurés, quittent le stade avant la fin du match. Ils ne verront pas le troisième but qui est vraiment la fin d'un match très difficile pour les Bretons. Un troisième but qui sera marqué par Philippe sur la passe de Martin. C'est le 8e but encaissé par les Bretons en 2 matchs après leur fameuse défaite 5-0 à Monaco. Pour Nancy, c'est une très bonne opération. Ils venaient certainement chercher un match nul. Ils sont très heureux d'avoir amené 2 points chez eux. Comment s'est passée la sortie des joueurs de Brest? Écoutez, la sortie s'est passée sous les sifflets, naturellement. Ça ne pouvait pas être autrement. Bien, merci Jean-Pierre. Votre commentaire sur ce match, Michel de Milinaire? Bien, c'est une surprise, car on pouvait penser que les Brestois allaient réagir après leur défaite à Monaco. Mais Nancy est une très belle équipe. Et nous, on a réussi un match nul assez heureux à Nancy. Et on sait très bien que cette équipe joue très très bien, très collectivement, et elle devrait certainement remonter au classement. Vous faites toujours des déclarations agréables, finalement, dans la presse. Vous avez quelques collègues qui, de temps en temps, du poing sur la table, ont des mots un peu excessifs, ou des présidents de club. Mais à Laval, c'est jamais ça. Tant mieux. Ou alors, j'ai pas tout lu. On a peut-être le sens de la mesure. Ouais, ça vient du fait que vous êtes dans une ville moyenne de 55 000 habitants, Jean-Pierre, où les choses sont remises à leur juste place, finalement, peut-être mieux que dans d'autres villes. Oui, je pense, oui. Alors nous allons continuer maintenant avec Lille-Rouen, et là on a eu de la chance, en tout cas pour les amateurs de téléfoot. Pour les Rouennais, c'était pas tout à fait pareil, et ce match ressemble pour l'équipe de Rouen à ce que l'on pourrait appeler un chagrin d'amour, dans la mesure où Amour, c'est le jeune homme qu'on va voir le premier sur l'écran, c'est son nom, c'est le numéro 3 de l'équipe de Rouen, l'arrière latéral, que voici. Quand vous voulez, Solange Peter, vous avez peut-être troublé par ce lancement. Donc pour ce match Lille-Rouen, que nous attendons bien entendu, le voici. Amour, numéro 3 pour l'équipe de Rouen.
qui venait chercher un match nul à Lille, qui marque très peu de buts, 17 buts seulement en 23 matchs, et on a eu la chance hier d'en voir l'équivalent de 25% de ce qui a été marqué depuis le début de la saison en une seule soirée. Donc montée de Kourichi qui faisait sa rentrée, le stopper Kourichi. Remise de Morillon, un ex-Lavallois, pour Musseline, appui sur Françoise, centre de Musseline et but de Kourichi. On ne pouvait souhaiter meilleure rentrée pour l'ex-stopper des Girondins de Bordeaux qui a eu quelques difficultés à s'adapter à Lille et qui hier soir s'en est fort bien sorti. Long dégagement de Philippe Bergerot qui pourrait être un candidat sérieux à l'équipe de France avec Jean-Pierre Tempet. Joël Henry plein cadre, il a crevé l'écran littéralement hier soir à Lille, en particulier pour les téléspectateurs de FR3 Nord Picardie, puisque ce match était une expérience, était retransmis en direct par nos confrères d'FR3 Nord, ce qui a eu comme conséquence directe, elle aussi, eh bien, de voir un stade presque vide avec seulement 4000 spectateurs. Je pense que Charlie Samoy, les dirigeants du LOSC, en tireront la conclusion. Cette expérience intéressante. Ballon pour Joël Henry, crochet d'Henry, tir d'Henry, nous sommes en deuxième mi-temps et ça fait 2-0. L'équipe de Robert Vico est en difficulté sur ce terrain extrêmement lourd qui convient beaucoup mieux aux Lillois, à l'image de Didier Christophe, très à l'aise hier, lui aussi, tout comme Joël Henry, que l'on pourrait voir bientôt, on parle souvent de lui en équipe de France. Remise de Vérel pour Morillon. Henry n'est pas loin comme d'habitude, là c'est un coup franc donc sifflé par Monsieur Wurst, qui s'en est bien tiré lui aussi hier soir. Coup franc que va vouloir tirer rapidement Didier Christophe. Le mur n'est pas à 9,15 m, refrain connu, donc on donne sur la gauche. Centre de Morillon et but réussi par Pascal Françoise. Avant-centre qui est souvent contesté comme le sont les avant-centres français et qui hier a marqué le 3e but du LOSC de l'équipe d'Arnaud Dos Santos qui avait bien besoin de refaire surface. Transversale de Joël Henry renvoyé par les Rouennais, mais regardez la puissance d'Henry, la puissance de Christophe qui ont vraiment fait la décision hier soir. Henry repique vers le centre, tire contré et quand ça va, eh bien tout réussi, la preuve. 4e but réussi par Henry et ce n'est pas fini sur ce coup franc tiré par Musseline, le jeune Guyon qui vient de faire son entrée, c'est le numéro 13, s'infiltre, passe et marque et ça fait 5-0. C'est très lourd pour les Rouennais et ça fait du bien à ces Lillois qui n'avaient marqué que 17 buts, je vous l'ai dit, donc 17 buts seulement en 23 matchs et 5 hier soir. Nous leur disons merci, sans pour autant prendre parti en faveur de Lille par rapport aux Rouennais, mais on aime toujours mieux voir des buts, et je sais que les gardiens de but, eh bien, les émissions de football, pour eux, c'est rarement une chose très agréable, puisqu'on montre, on avait évoqué ça avec Jean-Luc Ettori il n'y a pas très longtemps, on montre beaucoup de buts encaissés et très peu de parades. Oui, c'est vrai, moi je pense que les téléspectateurs préfèrent voir des buts que des parades de gardiens, peut-être. Ben voilà, vous confirmez ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on est très fair-play à Laval, et vous tenez des propos modérés, car je suis persuadé que vous aimeriez tout autant qu'on montre des arrêts de gardiens de but, de vous et d'autres, mais on en verra tout à l'heure dans votre match, bien entendu, contre Bordeaux. Alors on va enchaîner avec Bastia-Mulhouse, Bernard Renaud, je suppose qu'à Bastia, où c'était le premier match à domicile depuis la mort brutale de Claude Papy, il y a eu une minute de silence. Exactement, et il y a eu une certaine émotion dans le stade. Absolument. Mais dans le stade, pas beaucoup d'émotion pour les buts en revanche. Et comme on dit dans les journaux sportifs, alors pelouse glissante, terrain glissant aussi, terrain bosselé, éclairage moyen, arbitrage correct. En revanche, temps froid, très très froid même. Et pourtant, Mulhouse, qui venait d'encaisser 15 buts en 3 matchs, devait de tenter quelque chose à Bastia pour essayer de quitter la dernière place du classement. Eh bien, pas du tout. Pendant le premier quart d'heure, côté alsacien, la seule véritable occasion de but qu'on ait pu noter s'est située sur cette action. Réponse du berger à la bergère, quelques minutes plus tard, et cette fois c'est Ray qui doit plonger dans les pieds d'Orlanducci. Dans le stade Furiani, on s'ennuyait ferme, mais on commençait même à s'interroger sur l'opportunisme des attaquants bastia qui malgré tout se montraient de plus en plus entreprenants. Sur un tir contré de Nativi, Bastia va obtenir un corner. Corner que va tirer Mbila. Borovnica prolonge de la tête sur Mila qui d'un tir fulgurant du pied gauche ouvre enfin la marque. 1-0, on joue depuis 23 minutes et c'est le 13e but de l'attaquant camerounais. Trois minutes plus tard, Mulhouse va rater une bonne occasion d'égaliser sur une sortie pour le moins aventureuse de Yard.
mais Assad reste mystérieusement cloué au sol. Alors qu'on attendait une réaction de l'équipe de Jean-Marc Guillou, c'est au contraire les Bastiais qui vont aggraver la marque. 40e minute, accélération de Roger Mila, passe à Illy, complètement démarqué, qui élimine ses gardes du corps et Lobret venu à sa rencontre. 2-0, c'était net et sans bavure. Sans bavure, mais ça ne faisait pas plaisir à tout le monde. Mulhouse tente bien de refaire son retard, notamment sur ce coup franc que va tirer Assad, mais un coup franc qui n'inquiète pas du tout Pierre Ickia. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. Ensuite, eh bien, pendant une bonne vingtaine de minutes, on assiste des deux côtés à un véritable festival de maladresse sous la pluie glaciale et dans le vent. Et les Bastiais vont rater d'un cheveu le troisième but sur cette percée de De Zerbi. Score final 2-0 et 2 points qui permettent aux Bastiais de voir venir et à Mulhouse de s'enfoncer encore un peu plus. Bien, merci Bernard. Alors cette semaine, dans 48 heures, Michel Hidalgo nous communiquera la liste des 16 joueurs qui sont sélectionnés pour jouer le match Portugal-France qui aura lieu le 16 février dans l'après-midi à Guimarães au Portugal. Alors bien entendu, Jean-Pierre Tempet, je suppose quand on a été sélectionné une fois, on attend avec encore plus d'impatience et même avec une petite pointe d'angoisse cette sélection. Oui, c'est sûr, j'attends ça avec impatience, surtout que j'aimerais prouver autre chose que ce que j'ai fait voir en Hollande, étant donné que je n'ai pas été très sollicité. Alors on va revenir sur ce match France-Pays-Bas, mais je crois que nous avons en ligne Jean-Luc Ettori, qui était l'autre gardien de but de l'équipe de France pour ce match France-Pays-Bas. Jean-Luc, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Oui, bonjour, je vous remercie de nous répondre. Vous avez une blessure à l'épaule qui va vous rendre indisponible pour combien de temps? À peu près une quinzaine de jours, enfin 15 jours, 3 semaines. J'espère que je pourrai être compétitif pour jouer à Lille le 23 février. Oui, donc on ne vous verra pas dans la sélection pour le Portugal. Non, malheureusement, je ne sais pas si Michel Hidalgo avait pensé à moi, mais enfin, au cas où il ait pensé à moi, je ne pourrais pas répondre présent. C'est bien dommage parce que j'aime bien cette équipe. Jean-Pierre Tempet, vous avez 2 mots à dire à Jean-Luc Ettori, puisque vous avez fait au début avec lui un petit peu qui vous a, je suppose, un peu guidé. Oui, bonjour Jean-Luc d'abord, et puis je te souhaite un prompt rétablissement et te retrouver rapidement sur les stades. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a une réelle, enfin il y a une concurrence bien entendu entre vous, mais comment ça se caractérise? Vous êtes inquiet de savoir si X ou Y a bien joué, si Bertrand Demann, Bergerot, Baratelli, Dropsy? Oh non, je m'inquiète pas de cela, je pense surtout d'abord à moi-même, à faire le meilleur match possible, et puis après on verra. Alors on va revenir sur ce match France-Pays-Bas, c'était le 10 novembre 82 à Rotterdam, match qui avait été retransmis sur TF1. Votre première Marseillaise, vous aviez déjà eu d'autres sélections dans d'autres équipes nationales? J'ai eu 2 sélections en équipe de France B, mais enfin c'est tout à fait différent, je crois que là ça m'a fait tout drôle, hein, vraiment. J'ai eu des frissons passés partout. Hein. Vous avez revu souvent ce match? Je l'ai revu quelques jours, 2 ou 3 jours après, à la maison, tranquillement. Je l'ai revu qu'une fois. Mais alors là, c'est un montage très bref. C'est le but. Ouais, de Tahamata. Le débordement, le centre et la reprise à l'intérieur du pied de Tahamata. Et là, nous allons voir des arrêts, car nous ne montrons pas que les buts. Oui, oui. Vous avez dit dans la presse que jouer en équipe de France, ça n'avait rien à voir avec jouer dans... Est-ce que vous pouvez être plus précis? Alors que là, vous jouiez contre des oranges. Vous deviez vous demander de temps en temps si vous n'étiez pas trop bête de côté. Oui, vous pouvez préciser? C'est-à-dire qu'il y a un entourage qui est tout à fait différent de son club, quoi. Bon, il y a un petit stage de 2-3 jours, et puis il y a beaucoup de monde autour de nous. Et puis là, j'ai débuté, je veux dire, dans des conditions difficiles, parce qu'on parle beaucoup des gardiens de but. J'étais un peu sur la sellette, on m'attendait au virage, je n'avais pas le droit à la faute. Vous avez dit qu'il y avait trop de pression autour des gardiens de but de l'équipe de France. Oui, je pense qu'il y a trop de pression. Jean-Luc, je tiens mon chapeau à Jean-Luc, car il a très bien surmonté toutes les critiques qui lui ont été adressées.
C'est vrai, bon, il n'y a pas de super gardien en France, on est plusieurs bons gardiens, et puis la presse fait beaucoup aussi, elle donne ses préférences, c'est un petit peu embêtant tout ça. Oui, alors quand vous voyez votre nom qui apparaît dans les journaux, enfin c'est quand même pas la presse qui fait l'équipe de France. Hein, non, c'est sûr. Totalement indépendant. Oui. Ouais, alors là, vous attendez donc, vous écouterez le transistor. Comment on est prévenu quand on est sélectionné? Ben là, contre la Hollande, d'abord, je ne m'attendais pas à être sélectionné. J'étais un peu surpris, étant donné que je relevais de blessures. Je ne m'attendais pas du tout à cette sélection. C'est ma femme qui a été prévenue la première par les journalistes. Ouais. Et l'entraîneur n'est pas au courant, Michel Le Milinaire? Vous téléphone, je crois, non? Oui, mais enfin, on prévient quand même l'intéressé d'abord. Ouais. Moi, ce que je veux ajouter, c'est que la sélection de Jean-Pierre contre les Pays-Bas a constitué un déclic. Et je crois que Jean-Pierre a franchi un nouveau palier, qu'il a trouvé là une motivation supplémentaire. Et je peux dire à l'adresse de Michel Hidalgo qu'il est vraiment prêt à remplir la tâche qui lui sera demandée. Bien, il ne faut pas forcer la main. Ah, je ne force pas la main, je mets au courant. Vous défendez vos joueurs, ce qui est tout à fait logique. Les joueurs de Monaco défendent Ettori, Bien sûr. ce Strasbourg Dropsy, ce PSG Baratelli, etc. Donc il y aura peut-être Jean-Pierre Tempet et puis un autre gardien de but pour jouer contre le Portugal. Le problème, vous l'avez dit, et c'est encore une preuve de fair play, c'est qu'il n'y a pas un gardien au-dessus des autres en France. Il y en a quasiment 19 parce que Topalovic est un Yougoslave. On ne peut pas le sélectionner, mais tous les autres peuvent espérer un jour jouer à l'équipe de France. Merci Jean-Pierre. Alors on va vous voir à l'œuvre avec le match d'hier soir. Laval-Bordeaux, c'était le match au sommet, Philippe. Oui, seulement juste une chose, c'est qu'on ne verra pas tellement à l'œuvre, car là, moi, j'apporterai pas tellement de pièces au dossier si vous voulez tomber pour l'équipe de France, parce qu'hier, c'est vrai, Jean-Pierre, je crois que pas tellement. Alors on va voir. Dire que c'est dommage. Alors on va voir maintenant les images de la rencontre, donc entre Laval et Bordeaux, et une rencontre qui a commencé par un véritable coup de théâtre, on peut le dire, puisque dès la 5e minute, à la suite de cette action, Sorin donne sur la gauche pour Thordarson, mais finalement Ichas met en touche. Suivez bien la touche, elle va être effectuée par Sorin pour Thordarson encore. Et puis tir de Sorin, ça a l'air d'un centre. Et puis finalement Ruffier réussit à prendre la balle, mais derrière les buts, 5 minutes de jeu et 1-0. Alors Michel Le Milinaire, je crois que ça ne pouvait pas mieux démarrer. Oui, ça a été une aubaine pour nous, ce but qui est venu très tôt, sur ce qui a semblé être une erreur de Ruffier, mais en fait il a sans doute été gêné par le vent, qui a rabattu la balle et qui l'a surpris. Il y avait un vent qui nous était favorable en première mi-temps et il a sans doute été trompé par la trajectoire de la balle. Alors on passe maintenant à la 22e minute de la partie, un dégagement de Ruffier. Une action un petit peu confuse. Tigana va être contré par Thordarson, et puis la contre-attaque va être menée très rapidement, tout au moins au début. Ensuite Krause hésite peut-être un petit peu, et là finalement l'action passe à côté avec un tir de Buig au-dessus. Alors Michel Le Milinaire, sur cette action, peut-être aussi une explication, le terrain un petit peu gras. Hein. Vraisemblable, oui, le terrain était très gras, les joueurs ont du mal à trouver leurs appuis, si bien que les tireurs notamment sont en difficulté. Oui, alors on va voir maintenant la plus belle occasion des Girondins. Regardez bien, pratiquement la seule action sur laquelle vous allez voir Tempé, avec Tigana qui donne à Touvenel sur la droite pour Alain Giresse, centre instantané de Giresse, et finalement Tempé qui plonge dans les pieds de Bernard Lacombe, et c'est Buig donc qui sort cette balle. On approche de la demi-heure de jeu avec une nouvelle attaque de Laval, une première faute, la deuxième est de Bracci sur Krause. Monsieur Conrad siffle un coup franc. Regardez bien ce coup franc tiré par Sorin. Ruffier se rachète un petit peu puisqu'il met la balle en corner. Là c'est un coup franc sur le même côté que vous voyez, avec une tête et finalement une reprise de Krause, main indiscutable de Gandolfi. Penalty, a dit Monsieur Conrad, c'est indiscutable. C'est le premier penalty depuis le début de la saison pour Laval, et regardez ce qu'en a fait Krause à côté, pauvre Krause, qui n'a pas de chance puisque le dernier qu'il a tiré la saison passée, il l'avait déjà mis à côté. On va retrouver sur l'action suivante Krause et Ruffier pour ce qu'on pourra appeler un petit peu l'action du rachat. Regardez bien, un tir instantané de Krause et un bel arrêt de Ruffier. Dernière action de la première mi-temps et un superbe 2 entre Zinca, le capitaine que vous voyez ici, le capitaine de Laval, et Redon. Et nouvelle action encore de Ruffier, bien sorti dans les pieds de l'ailier lavallois. Mi-temps donc 1-0. Et la deuxième période va commencer comme la première, c'est-à-dire un but d'entrée.
On est exactement à la 46e minute. Touvenel est à la lutte avec Sorin. La balle est en touche. Touche pour Touvenel, Rabier. Là, vous l'avez vu, une faute de Touvenel sur Thordarson. Le coup franc va encore être tiré par l'arrière gauche Sorin. Suivez bien, c'est le but. Redon qui contrôle et finalement c'est Bouygues qui surgit et qui marque. 2-0 pour Laval. À 2-0, vous étiez encore soucieux, Michel Lemillinaire? On est toujours inquiet car le terrain était, comme vous l'avez dit, extrêmement fatigant. Il restait encore quelques minutes importantes à jouer et on ne sait jamais ce qui peut se produire en fin de match. Voilà, 2-0, donc vous l'avez vu. On va passer maintenant un petit peu plus tard à un petit exploit de l'arbitre. Regardez bien, enfin exploit si on peut dire. Enfin, toujours est-il, Michel Lemillinaire, que vous n'avez pas tellement apprécié. Regardez bien. Oui, il y a eu quelques frictions. J'ai regretté notamment qu'au tout départ de l'action, il n'y a pas eu une faute sifflée. C'est un Bordelais qui avait posé la première faute. Bon, l'arbitre n'est pas intervenu et ça a amené l'accrochage qu'on peut regretter. Vous avez vu beaucoup vous lever hein, sur le banc. C'est une habitude chez vous. C'est une détestable habitude. Alors on revient au jeu avec, là, vous l'avez vu, une action girondine mais qui n'a rien donné et une superbe action de Boson, le libéro. On va voir traverser tout le terrain, il a fait pratiquement 80 mètres, là il efface Bracci. Il y avait peut-être faute et finalement il réussit à donner à Krause, mais la balle n'a pas pu être exploitée par l'attaquant lavallois et Ruffier s'en sort bien. Donc belle chevauchée de Boson qu'on va retrouver sur l'action suivante. On est maintenant à la 75e minute. Regardez bien cette action avec Boson là qui efface Giresse. La balle était à Zvinka, il la donne à Thordarson. On pense à ce moment-là que c'est peut-être pas vraiment le tournant du match, mais le chaos définitif. Et non, finalement la balle atterrit sur le poteau. Vous voyez donc que Bordeaux a eu beaucoup de chance de n'être mené que 2-0. C'est aussi votre avis, Jean-Pierre Tempé? Je pense que le score aurait été de 3-0, il n'y avait rien à dire. Oui, à un quart d'heure de la fin, vous pensez encore pouvoir perdre? Ben, on n'est jamais à l'abri d'un but, d'un contre. Il suffit que Bordeaux marque un but et après ils peuvent, sur leur lancée, pousser, faire un pressing et puis nous mettre en difficulté. Mais finalement, il n'y aura pas trop de difficultés puisque cette occasion est encore lavalloise, vous l'avez vu, c'est Sonnet qui échoue sur Ruffier, qui s'est bien racheté finalement du but qu'il a pris. Il faut quand même le préciser, même si ce premier but a été capital. Et puis pour terminer, une occasion bordelaise, si l'on peut dire, mais à l'arrivée, un match tout de même tranquille pour vous, Jean-Pierre. Oui, c'était une soirée tranquille. Encore que ce ne sont pas toujours ces matchs-là les plus faciles, car il faut rester concentré pendant tout le match sans toucher de ballon et ne pas regarder le match en spectateur. Voilà. Alors, dernière action, donc vous l'avez vu, c'était un tir de Muller. Cela n'a rien changé et finalement, donc, 2-0 pour Laval qui revient à 3 points de Bordeaux. Oui, nous allons voir le classement dans un instant. Philippe, je voudrais savoir, Jean-Pierre Tempé, vous qui avez vu le match donc, sous un angle tout à fait privilégié, comment vous paraissent les Bordelais? Ils sont un peu en perte de vitesse en ce moment? Je pense que hier, il faut d'abord citer l'équipe lavalloise tout entière, tout le groupe qui a fait un excellent match. Tout le monde s'est donné vraiment à fond. Mais je pense que les Bordelais, oui, manquent un petit quelque chose. Ils ont peut-être physiquement... Il manquait beaucoup de monde en défense aussi. Oui, mais chez nous, on pourrait en dire autant. Défend bien. Mais je pense que ce n'est pas le problème. Une équipe comme Bordeaux doit pouvoir pallier à des absences éventuelles. Ils sont peut-être un peu en perte de vitesse en ce moment. Alors Michel Lemillinaire, la question qu'on se pose toujours, c'est on se dit, bon, vous avez un bon effectif qui en apporte la preuve, 5e du championnat l'année dernière, vous êtes 4e aujourd'hui, mais votre recrutement n'est pas fait parmi les joueurs qui font la une de l'actualité, sont des joueurs qui ont eu du mal souvent d'ailleurs à s'imposer dans d'autres clubs. Et vous, c'est le miracle. C'est pas toujours vrai. Ça arrive quand même, ça arrive quand même. On a quand même quelques bons joueurs. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de mauvais joueurs, la preuve c'est qu'ils sont bons. Jean-Pierre Tempé, bien sûr, l'expérience de Victor Zvinka, la classe de Philippe Redon qui aurait très bien pu disputer le mondial et je regrette finalement, Michel Hidalgo sait bien ce que j'en pense, mais ces gens-là encadrés par de jeunes joueurs, et j'en oublie dans l'équipe, ce sont de très bons joueurs qui peuvent rivaliser avec les meilleurs. Mais votre patte doit y être pour quelque chose. Oh, je crois quand même qu'il faut laisser
aux acteurs leur mérite. C'est eux qui gagnent les matchs et je pense que tout le mérite leur en revient. Un mot sur votre entraîneur Jean-Pierre Tempé, en supposant qu'il ne vous écoute pas, ce qui va être très difficile. Qu'est-ce qui fait la différence? Je sais pas, je pense qu'à Laval, il y a un certain climat, une certaine ambiance dans ce groupe qui va faire la différence. Alors on va voir le classement maintenant, tout à fait provisoire, parce qu'il y a encore un certain nombre de matchs qui vont se dérouler cet après-midi. Classement de première division, avec Nantes qui peut déjeuner tranquille, et on leur souhaite bon appétit si on regarde Téléfoot. Ils ont 5 points d'avance avant d'avoir joué cet après-midi, 5 points d'avance sur Bordeaux. Lens, un match en retard qui jouera mardi contre PSG au Parc. Alors tout ça est un peu boiteux, donc mais enfin Laval est quand même 4e, c'est pour vous l'essentiel aujourd'hui. Vous voyez la suite du classement, Lille qui revient dans la première moitié du tableau. La suite, s'il vous plaît. Voilà, la fin du tableau, avec Mulhouse qui ne pourra pas progresser puisque l'équipe de Guillou a joué hier. Lyon, Tours, Toulouse, Saint-Étienne qui respire un petit peu, mais il y a entre Sochaux 10e et Mulhouse dernier 4 points d'écart. Sochaux joue cet après-midi contre Auxerre, les autres matchs étant Lyon, Nantes, Strasbourg, Tours, MS, Monaco et mardi PSG, Lens. Alors on va voir la deuxième division maintenant, ça va bien pour vos voisins de Rennes qui ont repris un point à Nîmes puisque Rennes a gagné très nettement contre Angers, but de Peretz, de Citer, de Relmi et de Morin pour Rennes et de Lecouvreur pour Angers. Nîmes a été accroché à Châteauroux et Angoulême a gagné à Neulémine. Première Rennes 36 points, deuxième Nîmes 34, troisième Valenciennes 32, quatrième le Racing parisien 31. Le groupe B maintenant, avec Reims qui gagne et Nice qui est accroché à Orléans et Toulon qui s'approche. 2 matchs auront lieu cet après-midi. Au classement, Reims est en tête avec 35 points, devant Nice 34 points, troisième Toulon 34 points et quatrième l'OM avec 30 points. Alors cette semaine a eu lieu un événement important à Paris, ça a été la présentation par le docteur Franqui, président de l'UEFA, et par M. Fernand Sass, président de la Fédération française de football du championnat d'Europe des Nations, qui aura lieu l'année prochaine en France dans cette ville. Alors Philippe, c'est l'occasion de voir en détail comment ça va se passer, le calendrier, et où en sont les stades, et puis insister sur la victoire du président Sass, je crois qu'on peut le dire, pour que la compétition se déroule avec équité et que le pays organisateur, ce qui est formidable de notre part, pour la première fois ne soit pas avantagé et pour la première fois nous organisons quelque chose. Oui, absolument, vous avez presque tout dit. Alors je vous propose maintenant donc de voir ce sujet. Et il faut quand même aussi préciser que les championnats d'Europe, ce n'est pas très lointain, puisque finalement c'est plus que dans 16 mois. Ce sigle est maintenant le symbole de l'organisation du championnat d'Europe 1984 par la France, une compétition qui s'étalera sur 15 jours et qui, compte tenu de la valeur du football européen, se présente comme un véritable mondial bis. La France a déjà réussi une première performance en garantissant une parfaite équité sportive entre les 8 équipes qui seront qualifiées. Elles disputeront toutes les 8 3 matchs sur 3 stades différents. L'intérêt de cette organisation dépasse le cadre purement sportif. La France était devenue un pays sous-équipé qui souffrait beaucoup de la comparaison avec ses voisins. Ce championnat d'Europe va lui permettre de se moderniser. Ce sera le cas surtout à Nantes où ses travaux déboucheront dans un an sur ce superbe stade pouvant accueillir 52 000 spectateurs. À Strasbourg, le stade n'a pas changé de place, mais c'est bien la seule chose qui n'est pas changée. La Méno sera refaite de fond en comble et à la fin de l'année, Strasbourg aura un stade digne de la capitale de l'Europe. À Lens, le phénomène football va encore être accentué puisque si la ville compte 40 000 habitants, le stade Félix Bollard, lui, pourra accueillir plus de 50 000 supporters. Seul regret dans cette opération Grand Stade, le Sud-Ouest s'est tenu à l'écart. C'est peut-être dommage car le football y connaît réussite et succès, ce qui n'est plus le cas du Lyonnais. Et pourtant, cette région est privilégiée. Elle aura 2 stades européens. Lyon a beaucoup hésité avant d'entreprendre des travaux à Gerland. Et Saint-Étienne, donc, où le problème est différent. Il y a quelques mois, rien n'était trop beau pour les Verts. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et il existe un risque, celui de voir 2 stades aménagés distants de 60 km n'accueillir en dehors du championnat d'Europe que des rencontres de 2e division. À Marseille, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle le stade Vélodrome sera celui qui subira le moins de transformations. Mais comme l'OM patauge en division 2, c'est plus raisonnable. Reste
Paris, le Parc des Princes sera le seul stade à ne subir aucune modification, et ce, contrairement à l'engagement qui avait été pris. Résultat, des 7 stades, le parc sera le plus petit, le seul à avoir une capacité inférieure à 50 000 places, mais cela ne l'empêchera pas d'être aussi le seul à voir se disputer 3 rencontres, dont la finale, avec, pourquoi pas, rêvons un peu, la France au rendez-vous de cette finale. Voilà, très belles images donc de ce dossier que vous avez fait, Philippe. Et à propos d'images, Gérard Van Der Gut, vous qui êtes la plupart du temps de l'autre côté des caméras, vous êtes responsable avec notre ami Paul Père d'Antenne 2 de toute la couverture télévision de ce championnat d'Europe des Nations. C'est une entreprise énorme. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Je pense qu'on va être à la hauteur, oui. Je pense que de ce côté-là, la France n'aura pas à rougir de l'organisation. Je trouve que ça va très très bien se passer. Nous avons au niveau de la télévision les infrastructures, je pense que nous aurons les infrastructures que nous souhaitions, que le cahier des charges de l'UEFA et de l'UER nous impose, à savoir que nous aurons une couverture en moyenne de 6 caméras par stade lors de la phase préliminaire, un studio de télévision dans chaque stade, un studio de radio dans chaque stade, et une infrastructure presse très importante. C'est-à-dire que nous serons équipés enfin comme les autres pays européens, parce que là-dessus, tout à fait. On est très en retard sur tous les stades. Tout à fait. Je pense que maintenant, on commence à faire des stades, disons, chez nous, à réfléchir aussi pour la télévision. Et ça, c'est très agréable. D'ailleurs, le président Francky, l'autre jour, a eu une très bonne phrase quand il a dit qu'il était contre maintenant les grands stades, disons, de plus de 60-70 000 places, parce qu'il y avait la télévision, et que la télévision apporte au plus grand nombre, disons, les meilleures images de ces rencontres. Ouais, je crois qu'on pourrait résumer en disant que le plus grand stade du monde, c'est le petit écran. Absolument. Et donc, bonne chance à toute l'équipe technique qui est autour de vous. C'est ça, et je pense qu'avec une bonne... voilà. Ça va être une bonne occasion pour eux, pour la SFP et pour TDF, disons, d'acheter un petit peu plus de matériel, comme toujours à l'occasion de ce genre de manifestation. Il y aura beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de choses. Non, il n'y aura pas beaucoup de bruit parce que c'est pas nécessaire pour le football, mais je pense que nous aurons de nouveaux quarts, Eurovision ou des quarts de reportage. Bien, merci Gérard. Donc on suivra ça de près, bien entendu, puisqu'on est impliqué dans cette affaire totalement. Alors une dernière question, Michel Le Millénaire. On a parlé du public qui allait au match. Je suis étonné de voir que cette année, alors que vous êtes 4e du championnat, vous ne faites pas le plein régulièrement, et puis que vous avez même quelques difficultés financières. Bien, c'est notre déception, c'est vrai. L'an dernier, à pareille époque, la moyenne des spectateurs était d'environ 10 500. Elle est cette année de 8 500. C'est ce qui explique le petit signal d'alarme qu'ont voulu lancer nos dirigeants en disant, voilà, si ça continue, malheureusement, nous aurons des ennuis. Et sans parler de gros soucis financiers, ils ont voulu quand même que tout le monde soit au courant et rappeler un peu aux gens qu'il était important qu'ils viennent nous voir. Alors je vous remercie d'être venu de Laval pour cette émission Téléfoot, ainsi que Jean-Pierre Tempet. La semaine prochaine, c'est la Coupe de France. C'est quelque chose qui vous a pas très bien réussi jusqu'à maintenant. En plus, vous tombez contre Nîmes. Oui, il faut bien dire que le tirage ne nous convient guère, parce que souvent nous sommes tombés contre des équipes qui jouaient un rôle important en deuxième division. Je rappelle pour mémoire Lens, Rennes, entre autres, Le Havre. Et là, à nouveau, nous trouvons un gros morceau de seconde division, Nîmes. Mais enfin, l'équipe tourne bien et je suis content en tout cas qu'elle ait gagné hier soir, parce que nous partirons à Alès rencontrer Nîmes avec des ambitions très fortes. Et alors ce match figure au sommaire de Téléfoot de dimanche prochain. Nous parlons bien entendu de la composition de l'équipe de France contre le Portugal. Je vous souhaite, Jean-Pierre Tempet, à titre individuel, de vous retrouver parmi les sélectionnés. Une bonne journée de mardi, détendez-vous bien d'ici là. Et puis pour Laval, l'objectif qualification, je crois, d'y avoir parlé pour vous en Coupe de France, et puis qualification pour une Coupe d'Europe, ce serait le rêve. Merci. Et qui sera champion d'après vous? Nantes était imbattable. Voilà, nous terminerons là-dessus. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Cet après-midi, Sport Dimanche vous sera présenté par Hervé Dutu, avec comme invité Fourou et Rive, et dans quelques instants, le journal de 13h que vous présentera Jean-Claude Bourret. Merci.